Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Saïd Abdou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de projet à la mairie de Chiconi et nous parlerons avec vous de ce festival du geste et des savoir-faire qui aura lieu ce samedi 24 octobre. On en parle tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la peste à Madagascar inquiète. Ici à Mayotte, on va savoir avec vous ce qu'il en est de la situation. Est-ce que des mesures sont prises? Vont-elles être prises? Quand et comment? On en parle plus amplement dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 18 octobre. L'épidémie de peste à Madagascar continue à faire des ravages. Dernier bilan, au moins 74 morts sur 805 cas recensés sur le territoire malgache. Malgré un faible risque de propagation à l'international, les services de l'État à Mayotte restent prudents. En attendant, les vols en provenance et à destination de la Grande Île sont maintenus. Explication. Dans le cadre de leur cycle de formation à destination des instances représentatives du personnel, l'Union interprofessionnelle CFDT Mayotte a organisé ce jour une formation. Objectif, préparer les différents dirigeants et représentants syndicaux aux prochaines luttes à venir, à quelques semaines de l'application du Code du travail de droit commun. Le point au cours de cette édition. Le Centre communal d'action sociale de la ville de Mamoudzou organise samedi, en partenariat avec l'IREPS, le carnaval de la santé. Objectif, faire de la prévention, en particulier sur les risques liés aux addictions. Un événement qui vise à sensibiliser plus particulièrement une population à risque, la jeunesse. Focus sur cette manifestation à venir à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec un point sur l'épidémie de peste qui sévit à Madagascar. Une épidémie qui continue à se propager. Le dernier bilan fait état de 74 morts sur les 805 cas recensés. Et même si le risque d'importation de l'épidémie à Mayotte reste faible, les autorités françaises se veulent vigilantes. Des mesures ont ainsi été prises dans le 101e département. Reportage de Sony Chamsidine. Situation préoccupante à Madagascar où l'épidémie de peste continue à faire des ravages. Le dernier bilan fait état de 805 cas d'infection pour au moins 74 morts sur le territoire malgache. Malgré un faible risque de propagation de la maladie dans le 101e département, les services de l'État restent prudents. On a mis en place un certain nombre de mesures. On a prévenu les services de l'État, en particulier au niveau des ports, et de l'aéroport pour pouvoir prendre en compte toute suspicion, tout ce cas suspect qui pourrait peut-être s'y présenter. Maintenant, pour être très clair, l'OMS a classé donc cette épidémie en niveau 2, ça veut dire qu'elle circule dans Madagascar, mais pour l'instant, on a peu ou pas de supposition qu'elle puisse être exportée. En attendant, les vols en provenance et à destination de la Grande Île restent d'actualité. Les autorités sanitaires de leur côté appellent une fois de plus les voyageurs à la plus grande vigilance. C'est important de se protéger des piqûres de puces, d'éviter tout contact avec les rongeurs, éviter tout contact avec les sujets malades. Et si on a l'impression d'avoir un symptôme, il faut consulter son médecin. Et si on est sur Mayotte, appelez le centre 15 si on a un doute par rapport aux symptômes que j'ai décrits. Sur place, le gouvernement malgache interdit depuis les manifestations publiques dans la capitale. Plusieurs établissements scolaires et universitaires du pays ont également suspendu leurs cours afin de procéder aux opérations de désinfection. Alors on l'a vu Pierre, l'épidémie de peste à Madagascar continue à faire des ravages. On en est où de la situation, sachant que de nombreux Mahorais font la navette entre Madagascar et Mayotte très régulièrement? Écoutez, depuis plusieurs semaines, il y a un vrai travail qui est mené sur place pour essayer d'éradiquer, mais c'est compliqué, c'est une épidémie de peste, c'est une maladie terrible qui se propage extrêmement vite aussi. Et puis on le sait, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, beaucoup de précarité. Tana est une ville, Antananarivo est une ville aussi très sale, et forcément la prolifération des rongeurs qui sont porteurs de la maladie et des puces notamment pour ce qui est de la peste bubonique. Donc c'est très très compliqué d'éradiquer. C'est aussi ce qui fait peur, c'est que dans un pays très très développé, une épidémie de peste, c'est vrai que ça inquiéterait pas forcément puisque ça serait des cas isolés et on arriverait rapidement à éradiquer l'épidémie.
À Madagascar, c'est différent. C'est un pays extrêmement pauvre. Alors même s'il y a effectivement toute une organisation internationale qui est sur place, et notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est compliqué. C'est très très compliqué, d'autant que plus de 17 régions sont touchées, plus de 30 districts. Donc voilà, c'est presque l'ensemble de la grande île. Lorsqu'on sait aussi l'étendue de cette île, il suffit que voilà, il y ait des échanges entre ce qu'il y a actuellement, entre les différents districts, entre les différentes régions, pour que la maladie se propage et s'étende à l'ensemble du pays. Alors je crois qu'il ne faut pas tomber dans la psychose parce que ça ne va pas s'étendre à l'ensemble de la population, parce qu'il y a vraiment un vrai travail qui est mené, parce qu'on le voit, il y a aussi des mesures qui ont été prises pour éviter des rassemblements, pour éviter justement que la maladie se propage trop rapidement. Maintenant, on est à plus de 800 cas, on est à plus de 70 décès, donc ce n'est pas rien. Il faut prendre la maladie vraiment avec la plus grande prudence. Et d'ailleurs, on s'étonne qu'à Mayotte, nous n'ayons pas de référent. On le voit, on a un sujet aujourd'hui sur la peste et nous sommes obligés de passer par la Réunion pour avoir un interlocuteur. C'est juste scandaleux. Voilà, Alors pour les autorités, à Mayotte, il n'y a pas de risque particulier ? Le risque, il existe à La Réunion comme il existe à Mayotte. Comme on l'a vu aux Seychelles, on a eu des interdictions de vol. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échange entre les Seychelles et Mayotte. Bien sûr qu'il existe le risque. Je crois que les autorités en sont conscientes, mais on pointe du doigt un véritable problème en termes de communication avec certains services de l'État. Un vrai problème de communication, et lorsque l'on entend parler d'un ARS de plein exercice, c'est aussi pour ça, pour qu'il y ait des interlocuteurs. Lorsqu'une maladie aussi grave est en train de s'étendre sur Madagascar, qui est juste à côté, ne pas avoir de référent à Mayotte, c'est juste incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Nous, en tant que journalistes qui sommes amenés à travailler justement avec les professionnels au niveau de la communication, on nous explique on n'a pas de référent. Le référent, il est à La Réunion, donc il y a bien un infectiologue qui a pu parler, mais il n'y a pas de référent ARS pour quelque chose d'aussi grave. C'est incompréhensible. Alors du coup, est-ce que les personnes qui arrivent de Madagascar, est-ce qu'elles sont prises en charge, une prise en charge particulière qui se fait pour savoir notamment si elles sont porteuses ou pas? Oui, effectivement, il y a un dispositif quand même qui a été mis en place là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Je crois que les autorités ont vraiment pris le sujet à bras le corps, notamment à l'aéroport. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour les personnes qui arrivent et qui partent, notamment celles qui arrivent de Madagascar. Il y a une fouille des bagages, ce qui est de Tana, voilà les destinations, Majinga, Diego. Donc ça, il y a quelque chose qui est fait bien entendu pour éviter la propagation, pour éviter notamment, on le sait, dans les soutes, pour éviter qu'il y ait des rongeurs ou voilà, qui sont porteurs de maladies qui entrent et qui arrivent sur le territoire. Maintenant, voilà, encore une fois, on s'étonne que ce soit à l'ARS, mais que ce soit aussi à la préfecture. Ça a été difficile de faire parler ces institutions sur un sujet aussi grave. Nous avons tenté en début de semaine dernière, nous avons dû passer par nos propres moyens en contactant l'infectiologue avant même que l'ARS nous mette en relation avec lui. Donc voilà, c'est dommageable. Je pense encore dernièrement aussi à ce qui s'est passé par rapport au Code du travail. Il y a une réunion importante. On sait qu'il va être appliqué au 1er janvier 2018, en tout cas en partie. On va avoir un sujet juste après là-dessus. On n'a pas eu d'interlocuteur. On a d'abord eu un interlocuteur, puis le préfet a dit non, je n'autorise pas cet interlocuteur à parler sur un sujet aussi important que ça. Donc c'est vraiment problématique, extrêmement problématique. On sait qu'il y a effectivement une région, mais Mayotte est aussi une région, et parfois on l'oublie trop. Et lorsque l'on voit qu'on a une RSOI et qu'on n'a pas au niveau local des références, c'est vraiment très très problématique. Et je crois qu'il faut le dire. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on continue maintenant avec cette formation dispensée aujourd'hui à la salle de réunion de l'Union interprofessionnelle de la CFDT Mayotte, intitulée Santé et sécurité au travail. Celle-ci était destinée aux dirigeants et représentants syndicaux. Objectif de les préparer à agir et informer correctement les salariés, amenés à les suivre lors de manifestations à venir. Une préparation qui tombe à point nommé à quelques semaines à peine de l'application du Code du travail de droit commun. Bastien Sabouret. Faire la grève, ça s'apprend. Former les grévistes au combat à venir, c'est la mission de la CFDT aujourd'hui. La loi travail, ou plutôt la réforme du Code du travail, voulue par Emmanuel Macron, est la suite de la loi travail portée par Myriam El Khomri. Cette dernière visait à augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse, mais également à améliorer les conditions de travail des salariés. Pour atteindre ces objectifs, Emmanuel Macron a prévu d'agir par ordonnances. Des ordonnances critiquées par les syndicats, mais c'est chose faite, 5 en tout.
Elles sont entrées en vigueur le 22 septembre dernier à Paris. Mayotte se prépare donc à agir en conséquence, l'application du Code du travail étant prévue au 1er janvier 2018. On a voulu regrouper nos adhérents et surtout nos élus pour les former, surtout les former sur l'application future du Code du travail à Mayotte, parce qu'il faut qu'ils soient vigilants, il faut qu'ils soient formés, qu'ils sachent quoi faire, comment négocier. Voir l'implication de la CFDT, est-ce qu'il a été à la hauteur, et s'il n'a pas été à la hauteur, c'est quoi ce que nous devons faire pour pouvoir recadrer la situation? Les grèves cette année ont fait couler beaucoup d'encre. Les salariés ont pour beaucoup été de bonne volonté et ont suivi leurs syndicats. Seulement, être salarié et faire la grève sans être syndicaliste, c'est prendre un risque. Plusieurs licenciements sont à déplorer suite aux manifestations. Nous avons des salariés de la Colas qui ont été licenciés. D'ailleurs, on en a un ici qu'on a repris. Nous avons des salariés de la Sodifram qui ont été licenciés également. Donc, nous ne voulons plus avoir ces cas. Nous voulons que lorsqu'il y a des négociations, que ces négociations soient faites dans l'intelligence. Afin d'éviter de tels dénouements, il faut donc former les représentants syndicaux à mener la grève de façon organisée, savoir transmettre et expliquer les avantages mais également les risques aux salariés manifestants, souvent peu ou mal informés des conséquences de leur abandon de poste. Faire la grève, c'est une chose, la préparer en est une autre. On considère à la CFDT que Mayotte, qui a certes des spécificités, des identités et une histoire qu'il faut respecter, Mayotte est pour moi un département qui fait pleinement partie de la République française et j'espère qu'on déclinera au mieux, je veux dire, les avantages, certains avantages et en tout cas des règles du Code du travail qui sont appliquées en métropole. Je vais m'en tenir à une des règles qui est l'existence d'un conseil de prud'homme, je veux dire, qui est revendiqué ici à Mayotte, non seulement par la CFDT, mais par toutes les organisations syndicales. L'évolution des choses aussi bien statutaires, économiques et sociales de notre territoire. Être informé des mesures prises par l'État et par le gouvernement au fur et à mesure, ça nous permet de mieux nous positionner et mieux défendre notre cause. Les Mahorais s'impliquent dans le développement économique et politique de leur département. Le monde change vite, très vite. Multiplier les formations dans tous les domaines permettra de s'adapter à ce changement pour éviter un maximum toutes sortes de dommages collatéraux. Et nous l'évoquions hier, le SNUPP FSU a décidé de s'exprimer à nouveau sur la mise en application des rythmes scolaires à Mayotte. Le syndicat se plaint de pression exercée sur des enseignants pour qu'ils incitent les parents à mettre fin aux différents mouvements de protestation, des pratiques jugées honteuses et que le secrétaire départemental Rivo Malala Rakotondra Velo dénonce. Ce dernier était sur notre plateau ce matin, l'occasion pour lui de rappeler que depuis 2014, son syndicat s'impose à ce dispositif car en inadéquation avec les réalités du territoire. Je vous propose d'écouter ses propos lors de la matinale de Kwezi. Le SNUPP, depuis 2014, combat les modalités de mise en œuvre de ce dispositif rythme scolaire. Et qu'il y a eu plusieurs mobilisations. Ça, c'est sûr. Hein, et qu'aujourd'hui, nous avons encore des parents qui sont mobilisés par rapport à cela. Effectivement, nous avons pris l'initiative de laisser l'affaire continuer, sachant pertinemment qu'il allait avoir des parents. Mais aujourd'hui, s'il y a moyen de voir autrement ces rythmes scolaires, nous ne comprenons pas effectivement pourquoi la vice-sectrice n'ouvre pas les discussions avec les parents pour parler des rythmes scolaires. Ce qu'elle entreprend, ce qu'elle fait comme démarche, c'est pousser les enseignants à casser la grève, la mobilisation des parents d'élèves. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Et c'était le 1er janvier dernier, l'Agence française de la biodiversité a vu le jour à Mayotte, et ce afin de rassembler l'ensemble des acteurs agissant dans le domaine de l'environnement. Et qui dit biodiversité dit tout ce qui a trait à la vie. De ce fait, chacun est concerné par sa conservation. Et c'est donc tout naturellement qu'une antenne régionale de l'AFB verra le jour prochainement à Mayotte. Une annonce faite lors d'un colloque qui a eu lieu cette semaine. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Depuis sa création en janvier 2017, l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité,
organise des réunions de travail dans les différents territoires de France et de Navarre. Lundi, un colloque s'est tenu à Mayotte afin d'expliquer aux différents acteurs les champs d'intervention de l'agence. La biodiversité, c'est tout. C'est vous, c'est moi, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'interaction entre tous les êtres vivants. Donc fatalement, tous les sujets traitent de la biodiversité. Quand vous faites une route, vous portez atteinte à la biodiversité. Eh oui. Donc l'idée, ça va être de savoir comment on peut éviter de porter atteinte, réduire l'atteinte ou compenser l'atteinte. Il y a tout un programme qui s'appelle Éviter, réduire, compenser, qui permet justement, problème par problème, de dire est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Est-ce que c'est vraiment incontournable? Si oui, quelle est la solution qui sera la moins impactante? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Ça peut être le tracé, ça peut être, si on prend l'exemple d'une route. Ouais. Et puis après, c'est, j'ai détruit parce qu'il y a une activité humaine qui fait que j'ai détruit. Comment je compense? Poiri Bichara Payette, la présidente du parc naturel marin de Mayotte, fait partie du conseil d'administration de l'AFB. L'île au lagon est donc au cœur de l'agence et devrait même être pionnière en ce qui concerne la création d'antennes régionales. Mayotte est en passe de devenir le premier territoire d'outre-mer contractualisant avec l'agence dans le but de construire une agence régionale de la biodiversité. D'accord. C'est quand même assez important de souligner ça. Mayotte est en avance. Donc ce serait une antenne déconcentrée de l'AFB. Absolument. Le but du jeu, c'est ça. C'est-à-dire le but du jeu, c'est que l'agence, c'est une agence de moyens. Donc moi, j'ai pas compétence pour dire à Mayotte ce qu'il faut faire. Par contre, il y a un certain nombre d'acteurs mahorais qui se manifestent, qui disent moi voilà, voir les rivières dans cet état-là, ça me pose souci, moi voir la forêt se faire couper, ça me pose souci, qui soulèvent des problématiques. On met tous les corps autour de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les écolos d'un côté, les scientifiques de l'autre, les industriels à un autre endroit. Non. Le but de l'agence, c'est de faire travailler les gens ensemble. Permettre aux acteurs de travailler ensemble, tout en apportant des conseils en ingénierie ou encore des financements. Voilà là tout l'éventail des missions de l'AFB. Pour le délégué outre-mer de l'agence, à Mayotte, beaucoup reste à faire, à commencer par l'éducation à l'environnement. Moi, je constate que c'est quand même un département qui fait preuve d'un grand dynamisme, qui a une capacité d'adaptation qui est forte, parce que les travaux qui ont déjà été conduits depuis la mise en place de la départementalisation, c'est quand même relativement exceptionnel. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est normal, vous parliez de l'assainissement. Le gros problème d'un milieu insulaire, c'est les déchets. Donc ça veut dire derrière, comment on éduque les gens déjà à ne pas acheter tout et n'importe quoi partout, comment on essaye de traiter cette masse de déchets qui est, comme tout milieu insulaire, qui est insupportable au niveau du territoire, mais insuffisante au niveau de la rentabilité d'un circuit économique de retraitement. Donc il faut trouver de nouvelles idées, il faut inventer des choses, et ça c'est par l'intelligence collective qu'on le fera, c'est-à-dire que personne n'a la solution, peut-être qu'à tous on la trouvera. Trouver des solutions communes afin de favoriser le développement économique durable, que ce soit dans le domaine du tourisme comme ailleurs, voilà l'un des défis futurs de l'île au lagon, un défi auquel l'Agence française de la biodiversité compte bien prendre part. Et parlons maintenant de cet événement qui aura lieu ce samedi 21 octobre. Il s'agit du Festival du geste et des savoir-faire. Nous allons en parler avec notre invité Saïd Abdou, qui est chef de projet à la mairie de Chiconi. Alors de quoi s'agit-il exactement quand on parle de Festival du geste et des savoir-faire ? Alors, le Festival du geste et des savoir-faire n'est autre que, en tout cas, c'est juste un moment pour nous d'accompagner, de promouvoir les porteurs de projets ou les artisans justement que nous accompagnons au quotidien. L'idée justement, c'est de leur faire connaître au grand public. Mais également, c'est une manière pour nous de transmettre ces savoir-faire justement à la jeune génération, parce que la plupart justement de ces savoir-faire tendent à disparaître. Et c'est pour cela également que nous avons initié l'idée depuis plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, de faire en sorte à ce que les jeunes puissent rencontrer les artisans, mais également que les artisans également puissent se faire connaître auprès du grand public pour, en tout cas, qu'ils puissent développer leurs activités. Aujourd'hui, l'artisanat prend une belle part dans l'île. On le voit dans ce festival, on met en avant les artisans. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a un domaine particulier qui se démarque par rapport à d'autres? Alors, on est particulièrement sur tout ce qui est l'artisanat d'art, tout ce qui est à la peinture, sur toile, la sculpture bois.
moi, ce que j'ai dit quand j'accompagne justement ces porteurs de projets-là, l'artisanat d'art, c'est un produit de luxe. Donc, du coup, ils l'ont compris, en tout cas, à travers cet accompagnement, parce que quand on regarde justement 2 ans, voire 3 ans en arrière, les produits, en tout cas, qu'ils proposaient au marché, et les produits qu'ils proposent aujourd'hui, il y a vraiment un décalage. Et vraiment, c'est ce qui fait la fierté justement du festival, parce qu'on est arrivé, on est parvenu justement à amener ces artisans à des produits de luxe, donc voilà qui est l'artisanat d'art. Alors justement, en termes de promotion de ces produits de luxe notamment, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des produits qui sont destinés à la population locale ou c'est des produits qui sont destinés à l'exportation? C'est des produits qui sont destinés à tout le monde, aussi bien justement à la population locale que, en tout cas, des personnes voilà, qui seraient à l'extérieur et qui demanderaient justement à avoir ces produits-là. Donc voilà, il y a toutes les gammes justement qui permettraient justement à chacun d'avoir accessibilité à ces produits. Alors comment ça va se passer samedi à Chiconi? Alors donc le festival va ouvrir ses portes justement à partir de 9h. Donc les personnes qui vont venir vont pouvoir en tout cas rencontrer les différents festivaliers, en tout cas qui seront dans les différents stands qui seront là. Donc on accueille en tout cas pour cette 5e édition pas moins de 30 artisans. Donc voilà, tout secteur confondu. Donc voilà, de la sculpture bois en passant par de la broderie, mais également de la forgerie, donc du coup c'est vraiment une journée à découvrir justement seul ou en famille. En tout cas, j'encourage les gens plutôt de venir en famille, parce que en plus de l'artisanat d'art, il y a également d'autres animations donc culturelles qui sont à côté, avec la mobilisation des associations culturelles de la commune. Donc en tout cas, une journée auquel on attend pas moins de 700 personnes, donc voilà pour la journée. Alors justement, dernière question pour ce qui est de ces artisans, est-ce qu'ils sont de Chiconi ou ils sont venus des 4 coins de l'île? Toujours dans cette optique justement d'accompagner ces acteurs économiques, l'idée qu'on avait c'était de ne pas que se cantonner sur les acteurs économiques, en tout cas les artisans de la commune, mais l'idée c'est de le faire en tout cas confronter à d'autres artisans pour qu'ils puissent voir autre chose et se faire en tout cas d'autres idées de comment est-ce qu'ils pourront améliorer justement leurs produits qu'ils font au quotidien. Donc voilà, donc il y aura des artisans qui viendraient des 4 coins de l'île. Merci beaucoup en tout cas Saïd Abdou. Je rappelle que vous êtes chef de projet à la mairie de Chiconi. Exactement, oui. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie en tout cas de m'avoir en tout cas invité pour ce soir. Un rendez-vous familial comme vous l'avez dit. Un rendez-vous familial donc voilà, dès 9h donc voilà à la place Psychotram, donc le front de mer de Chiconi. Merci beaucoup et je vous propose à présent de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 18 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 24 septembre dernier, Thani Mohamed Soilihi a été réélu à son poste de sénateur de la République. Quelques jours plus tard, il a été propulsé par ses pairs vice-président du Sénat. Une première à Mayotte et une fierté pour le plus jeune département de France, d'autant que depuis Gaston Monnerville il y a 50 ans, aucun élu ultramarin n'a été amené à présider régulièrement la haute chambre du Parlement. En sa qualité de vice-président, hier dès 17h45 heure de Paris, l'élu mahorais a présidé la séance liée au projet de loi sur la réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En l'absence du président Gérard Larcher, le sénateur Thani sera amené à prendre son siège lors des séances publiques. Quelques heures auparavant, il avait été invité à déjeuner par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Les honneurs se multiplient donc pour l'élu du département, pressenti pour devenir un jour le premier mahorais ministre de la République. Autre fierté pour Mayotte, Mouanecha Madi, originaire de Cavanin-Tsapéré, vient d'entrer dans l'histoire locale. En effet, après un baccalauréat scientifique décroché au lycée de Mamoudzou, Mouanecha s'est inscrite en première année de préparation au concours en vue de devenir vétérinaire. Selon le site du conseil départemental, elle a poursuivi ses études et validé un Master 1 de biologie de la santé, spécialisé en pharmacologie fondamentale et clinique. Elle est sortie 2e de sa promotion en 2012 dans le Master 2 professionnel, option vectorologie, thérapie génique et vaccinologie. Elle a par la suite entrepris une thèse sur l'utilisation de l'ingénierie tissulaire au sein de l'équipe de biophysique cellulaire de l'Institut de pharmacologie et biologie structurale du CNRS. Le 18 septembre dernier, elle a présenté sa thèse à l'université Paul Sabatier de Toulouse et obtenu son diplôme de docteur en biophysique cellulaire. Elle a ainsi remercié ses proches, mais également le conseil départemental, qui l'a soutenu financièrement dans ses études. Pour sa 2e participation au challenge Lucelle Angenier qui s'est déroulé à La Réunion samedi et dimanche dernier,
La sélection Mayotte U13 s'est classée 3e, sans perdre un match et sans avoir encaissé un seul but. Les jeunes footballeurs du département auraient pu remporter la compétition, mais ont perdu des points précieux lors des défis techniques tels que les jongles avec la tête. Si la finale a échappé aux jeunes footballeurs de moins de 13 ans, il convient néanmoins de féliciter ces jeunes qui ont été confrontés à 44 équipes réunionnaises et une sélection mauricienne. Ce résultat récompense également le travail effectué par les éducateurs du département qui, malgré le manque de moyens, tentent de tirer le meilleur de ces jeunes. Et cela prouve, si besoin en était, que le talent est au rendez-vous sur le territoire. Et on termine à présent avec cet événement qui se tiendra ce samedi 21 octobre. Il s'agit du carnaval santé organisé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Mamoudzou en partenariat avec l'IREPS, les organismes communaux et associatifs. Objectif de la manifestation, faire de la prévention sur la santé et lutter contre les risques liés aux addictions. Le départ aura lieu à 14h à la MJC de Mgombani. Focus sur cet événement à venir dans ce reportage signé Adèle Laurent. Alcool, chimique, tabac, autant de drogues nuisibles pour la santé mentale et physique. C'est pour sensibiliser aux risques liés à ces addictions que le Centre communal d'action sociale de la ville de Mamoudzou, en partenariat avec l'IREPS, organise le carnaval de la santé sur cette thématique ce samedi. Tsimaïdi Sadanati, chargé de projet à l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, nous en dit plus. Pour le corps, déjà, c'est les maladies classiques, le cancer, par exemple pour le tabac, c'est cancer de poumon, cancer de la bouche, de la gorge. Et donc, sans parler des intoxications au monoxyde de carbone. Après, pour ce qui est du mental, c'est le mal-être, c'est l'enfermement sur soi, tout ce qui peut être associé à des problèmes psychologiques, l'addiction peut les empirer, mais aussi les provoquer. Mais l'addiction peut être surmontée et des solutions peuvent être trouvées, notamment durant le carnaval de la santé qui aura lieu ce samedi à 14h au départ de la MJC de Mgombani. Au programme, un défilé, puis de nombreux spectacles, concerts et animations prévus à l'ancienne place du marché à partir de 16h. Il y a des solutions, c'est à travailler avec la personne en question, mais il y a des propositions de solutions qui leur seront données. C'est une façon de sensibiliser le public à cette problématique, mais en même temps ne pas dramatiser le phénomène, mais sensibiliser autrement et impliquer aussi le public, notamment les jeunes, à la manifestation et qu'ils prennent part à la sensibilisation. Et c'est un week-end chargé qui attend l'IREPS. En effet, en parallèle de cet événement, une autre manifestation est organisée ce samedi, cette fois à Barakani. Il s'agit de la 6e édition de la journée prévention des addictions, organisée dans le cadre du plan Santé Jeunes, un dispositif porté par l'instance régionale. C'est différentes communes qui vont mobiliser des jeunes pour cette action. Et donc pareil, la santé des jeunes, il sera question de la santé des jeunes, dont la prévention des addictions. Et si l'IREPS met en place des actions de sensibilisation aux addictions, les personnes en difficulté avec les drogues peuvent trouver de l'aide toute l'année auprès de la maison des adolescents de Cavani et du service d'addictologie du CHM. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, retrouvez dès 6h toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, on se retrouve demain dès 19h sur le même plateau pour une nouvelle édition du journal.